Donc moi je suis Christine Poitou, donc je m'occupe d'adultes à la Pitié-Salpêtrière. Je suis responsable du centre de référence maladies rares Prador. Prador, ça veut dire syndrome de Prader-Willi et autres obésités de cause rare, donc on fait partie le syndrome de Bardet-Biedl bien sûr. Alors moi, je m'occupe d'adultes, mais je travaille en transition avec la pédiatrie, en particulier Trousseau, le professeur du Berne, que vous aviez eu, je crois, il y a 2 ans. D'ailleurs, j'ai repris certaines de ces diapos pour faire un petit peu la continuité de ce qu'elle vous avait montré. Je crois qu'elle vous avait déjà parlé de comportement alimentaire. Je pense que c'est important de revenir un petit peu là-dessus pour justement vous montrer comment marche ce nouveau traitement. Voilà, donc bah, si vous voulez bien, on va commencer. Puis je pense qu'il y aura peut-être des questions après. İşte bunu kuvvetli sağ. Kuvvetli Oui, il faut peut-être. Alors, juste pour vous informer qu'il y a des nouvelles recommandations européennes qui sont parues, donc coordonnées par l'équipe d'Hélène Dollfus auquel j'ai participé. Il y avait plusieurs groupes de travaux en fait, et moi j'ai participé avec 4 autres collègues européens sur les recommandations concernant justement l'obésité, les problèmes de poids, le comportement alimentaire. Donc, on va parler que c'est l'hyperphagie, on va voir exactement ce que ça veut dire et puis les problèmes endocriniens et métaboliques. Voilà, donc il y a en fait les recommandations pour chaque type d'atteinte. Et donc, c'est quand même vraiment récent là, puisque ça vient de paraître. Alors, pour vous bien comprendre à quoi sert ce nouveau traitement, il faut bien revenir finalement à comment on régule les problèmes de poids. Donc, la régulation des problèmes de poids, en fait, c'est un équilibre de ce qu'on appelle la balance énergétique. La balance énergétique, c'est ce qui entre. En gros, c'est ce qu'on mange. Et la dépense énergétique, les sorties. La dépense énergétique, on a une dépense énergétique de repos qu'on a de toute façon, quoi qu'on fasse, même si on dort. Et puis, les sorties, c'est aussi bien sûr l'activité physique. Quand tout ça est bien régulé, eh bien, on a un équilibre et en gros, le poids est globalement normal. Alors, le poids, il augmente avec l'âge, hein, ça c'est de toute façon physiologique, mais grosso modo, il est à peu près normal. Il augmente beaucoup pendant la petite enfance, hein, jusqu'à 1 an. Ensuite, il se régule un peu et puis bien sûr, pendant la puberté, le poids augmente, mais la taille augmente aussi, ce qui fait que l'IMC, l'indice de masse corporelle, il se régule de façon, on va dire, normale. Tout ça, c'est quand ça marche. Mais en fait, ben, parfois, il y a ce qu'on appelle une dérégulation. Donc, il y a des facteurs génétiques et bien sûr, le syndrome en fait partie, on va y revenir. Donc, on a des entrées qui peuvent augmenter, soit parce qu'on a des troubles alimentaires, voilà, c'est souvent le cas. Et puis, il y a aussi des facteurs de baisse des dépenses, c'est-à-dire quand on a une activité physique réduite ou aussi quand on a une baisse de la dépense énergétique. La dépense énergétique de repos, elle est très dépendante de la masse musculaire. Donc, moins on a de muscles, moins on a de dépenses. Donc en fait, on a facilement à ce moment-là un déséquilibre et puis il y a plein d'autres facteurs qui vont aussi déséquilibrer ça. Alors comment elle se régule, cette balance énergétique? Eh ben, c'est un dialogue en fait et c'est le cerveau hein, qui va vraiment réguler cette balance énergétique. Donc là, je l'ai représenté en haut. Le cerveau qui va être en dialogue en fait avec tous les organes internes, en particulier le tube digestif, puisque le tube digestif va recevoir l'alimentation. Donc, c'est ce qu'on appelle la régulation à court terme. Quand on mange, avant manger, pendant manger, après manger, on sécrète en fait des hormones par le tube digestif qui vont aller dire au cerveau, par le sang, mais surtout aussi par ce qu'on appelle le nerf vague. En fait, ça va aller dire au cerveau, là, ça y est, je suis en train de manger, voilà, je suis bien, maintenant je mange, je suis bien. Et puis après manger, c'est ce qu'on appelle la satiété. J'ai plus faim, je m'arrête de manger. D'accord? Ça, c'est la régulation à court terme. Et puis la régulation à long terme, c'est avec le tissu adipeux, c'est-à-dire le gras, hein. Le gras, il sécrète une hormone qui s'appelle la leptine. Et cette leptine, elle est extrêmement importante parce qu'elle va aller dire au cerveau, là, ça va. J'ai suffisamment de réserves. J'ai pas besoin d'aller, voilà, de manger plus que ce que mes besoins. Je maintiens mon poids et donc j'ai faim, voilà, à certaines périodes, pas tout le temps. Je peux jeûner, hein, toute une période, toute la nuit, etc. Donc la leptine, elle est vraiment importante pour dire au cerveau, j'ai suffisamment de réserves. Je ne suis pas en famine, je ne suis pas en jeûne prolongé. Voilà, je peux maintenir de ne pas manger pendant un certain temps. Donc tout ça est très important pour, comme je vous le disais, pour réguler, en particulier chez les enfants
qui du coup vont augmenter leur IMC de façon physiologique normale. Alors cet hypothalamus, il est très important. J'ai fait un zoom sur le cerveau, hein, vous voyez en haut à droite, donc ça c'est le cerveau, et puis à la base du cerveau, il y a l'hypothalamus, et puis j'ai zoomé, et vous voyez cette partie qui est un peu complexe, parce que vous voyez qu'il y a en vert, là, c'est ce qu'on a, c'est tous les noyaux, en fait, ces différentes zones, en fait, de l'hypothalamus. Des noyaux qui sont très importants, très connectés entre eux et qui vont sécréter en fait tout un tas de choses, des hormones. On va le voir tout à l'heure sur un zoom un petit peu plus fin. Alors voilà, ce zoom, c'est ça, hein. On entre petit à petit dans l'hypothalamus. Alors, ça paraît peut-être un petit peu complexe, mais c'est quand même important pour bien comprendre. Donc on arrive dans l'hypothalamus, il y a deux noyaux importants. Le noyau arqué, où il y a, vous voyez, des neurones, où j'ai mis AGRP et POMC, POMC neurones, donc c'est les neurones du noyau arqué. Puis ensuite, il y a un autre neurone qui s'appelle le neurone au récepteur MC4. Alors, ces neurones, ils sont extrêmement importants parce que c'est eux qui vont, vous voyez, j'ai noté la leptine, c'est eux qui vont comprendre en fait le signal de la périphérie. Donc il y a tout un tas de molécules, on va pas évidemment les détailler, mais enfin quand ça marche bien, en gros la leptine, elle va se fixer un récepteur sur ces neurones qui s'appelle le récepteur de la leptine que j'ai noté LEP-A-R. Et donc quand ça marche bien, il y a une cascade hein, de mécanismes qui se met en place. Et ensuite, il y a une hormone extrêmement importante qui s'appelle la MSH que j'ai mis juste au centre. Quand tout ça fonctionne, il y a une hormone qui est produite, donc la MSH, et qui va aussi se fixer au récepteur MC4 sur le neurone de l'autre noyau, là, de l'hypothalamus. Quand tout ça marche, comme je vous le disais, les neurones disent OK, on a suffisamment de réserves, on mange quand, voilà, quand on a besoin. Et on mange quand on a faim, en gros, hein, voilà, on régule, et on arrête de manger quand on n'a plus faim. En fait, dans le syndrome de Bardet-Biedl, cet hypothalamus, il fonctionne pas bien. Il fonctionne pas bien parce que voilà, tous les gènes du BBS, qu'on appelle, vous connaissez peut-être le bébésome, c'est une espèce de complexe de protéines qui va réguler tout un tas de choses dans les cellules. Et en fait, quand il est malade, quand il est altéré, ce bébésome, il va pas avoir sa fonction normale de stabiliser des molécules à la membrane des cellules, et c'est le cas dans l'hypothalamus, c'est-à-dire que quand le bébésome il est atteint, eh bien le récepteur de la leptine il n'est pas fonctionnel, il se met pas bien à la membrane du neurone, donc il peut pas bien capter le signal de la leptine. Et pareil sur le récepteur MC4 que vous voyez là sur le neurone MC4R. En fait, la MSH, donc qui est cette hormone très puissante qui va nous dire j'ai faim, j'ai pas faim, etc. Eh bien, ça fonctionne pas bien. Donc, quand ça fonctionne pas bien, eh bien, on n'a pas en fait l'hypothalamus qui comprend qu'on ne doit pas manger parce que ça va, on a suffisamment de réserves dans le tissu adipeux dans le corps. Alors les conséquences, ça va être quoi? Ça va être qu'on va avoir une dérégulation de la prise alimentaire et en particulier des signaux qu'on a physiologiquement, la faim et la satiété. C'est normal d'avoir faim, hein, heureusement, l'homme survit grâce à ça, grâce à sa faim. Mais quand on a une dérégulation, donc vous voyez la faim, j'ai fait un petit schéma. La faim, ça nous permet de dire il faut que je mange. Là, c'est vraiment important. Mon corps a besoin que je mange pour avoir du fuel, hein, en fait, pour marcher, d'accord? Donc, on va avoir une prise alimentaire. On a un repas. Pendant le repas, on mange et on va progressivement ne plus avoir faim, c'est ce qu'on appelle le rassasiement. On commence à se sentir bien, voilà, on mange, on continue à manger. Des fois, il y a le dessert, on a envie d'avoir un petit peu de sucré, etc. Mais on n'a plus trop faim, on régule sa prise alimentaire, ça c'est le rassasiement. Et puis après le repas, normalement, on n'a plus faim du tout. Voilà, on est plein, c'est ce qu'on dit plein, hein, voilà. On se sent plein, on n'a plus faim. Et on n'a plus faim normalement jusqu'au repas suivant. C'est ce qu'on appelle la satiété. Et ça, physiologiquement, grâce aux hormones que je vous ai dit tout à l'heure, digestives, aussi à la leptine, etc., cette satiété, elle est normalement assez longue. Normalement, on n'a pas faim pendant 4-5 heures. Même la nuit, hein, le jeûne, il peut durer 12 heures, 14 heures, même plus.
logiquement, on a une satiété, c'est-à-dire qu'on n'a pas faim. Et c'est ces signaux-là de faim et de satiété qui vont être altérés quand l'hypothalamus marche pas bien. Alors c'est le cas dans le syndrome de Bardet-Biedl, c'est le cas dans d'autres maladies génétiques. C'est le cas aussi, vous connaissez peut-être ces tumeurs de l'hypothalamus qui s'appellent le craniopharyngiome. Ben, c'est aussi le cas puisque l'hypothalamus marche pas bien. Alors quand on a une faim intense, donc qu'est-ce qui se passe? On a une faim intense, c'est-à-dire qu'on a normalement, quand on a faim, quand on n'a pas trop jeûné entre deux repas, avant le repas du soir, on a peut-être une faim entre 0 et 10 si on la score à 5, 6. Vous voyez? Faim intense, ça veut dire qu'on est à 9, 10. On a très très faim. Et puis on a une absence de satiété, ce qui fait que finalement on mange plus que ce que c'est besoin, c'est-à-dire que ce dont ton corps a besoin. Donc on mange plus et on mange plus au repas et puis on a plus faim entre les repas. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, l'autre chose importante, c'est que l'hypothalamus, il est en lien avec d'autres zones du cerveau. Donc là, retenez pas les noms, hein, c'est pas. Mais il y a plein d'autres noyaux qui font partie du système de récompense. Le système de récompense, vous en avez peut-être entendu parler dans tout ce qui est addiction, addiction à l'alcool, addiction au tabac, addiction aux drogues. C'est un système qui peut être aussi altéré. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le cortex. Le cortex, c'est en fait le pourtour du cerveau a aussi une fonction de contrôle en fait du comportement général et du comportement alimentaire. Et donc, ce qu'on voit, c'est que quand l'hypothalamus il est altéré, il a des connexions avec les autres systèmes, le système de récompense, le cortex. Et ça, c'est aussi des zones qui nous permettent de réguler la prise alimentaire. Donc, ce qui fait qu'on non seulement il y a une faim intense et une absence de satiété, mais il y a aussi une préoccupation alimentaire. Ça, c'est vraiment le système de récompense. On est un peu obsédé par l'alimentation et surtout, on va aller la chercher, l'alimentation. Il y a une impulsivité alimentaire. On va rechercher la nourriture. On va vouloir en prendre plus. Parfois, alors c'est moins le cas dans le syndrome de Bardet-Biedl, mais c'est le cas par exemple dans un autre syndrome qui s'appelle le syndrome de Prader-Willi. On peut chaparder, on peut stocker la nourriture parce qu'on a l'impression qu'on va être en manque. Donc, on peut stocker. On peut aussi négocier pour en avoir plus, hein. Donc, ça, c'était ce qu'on appelle les stratagèmes pour finalement, voilà, subvenir à ses besoins. D'accord? Et puis, le contrôle, le cortex, il est là chez les individus pour contrôler tous les comportements, pas que le comportement alimentaire. Mais quand on a des inhibitions corticales, ben, on a du mal en fait à prendre les décisions par rapport à l'alimentation. Voyez. Souvent, le contrôle volontaire, il est là pour se dire non, là, c'est vrai, j'ai pas faim, je vais pas manger tout de suite parce que quand même, il faut que je fasse attention à mon poids, parce que quand même, pour ma santé, c'est important de pas trop prendre de poids. Et donc, le cortex, il est là un petit peu, si vous voulez, pour faire une sorte de contrôle de son comportement. Eh bien, dans le syndrome, c'est vrai qu'on voit aussi qu'il y a cette absence-là. Chez les enfants, beaucoup, mais aussi chez les adultes. Alors, il y a d'autres facteurs qui modulent le comportement alimentaire. On a vu ces facteurs donc liés à la maladie, donc il y a l'hypothalamus et tous les systèmes qui sont avec l'hypothalamus, mais il y a plein d'autres choses qui vont moduler le comportement alimentaire et plein d'autres choses qui peuvent vraiment varier au cours de la vie, chez l'enfant, chez l'adolescent, chez les adultes, même au cours de la vie adulte, on peut avoir plein de facteurs, notamment les facteurs émotionnels, les stress, quand on a des traumatismes, quand on est stigmatisé pour son poids, pour le comportement alimentaire, quand on s'ennuie, tout ça, c'est des facteurs qui vont moduler le comportement alimentaire. Et puis, il y a ce qu'on appelle les facteurs extrinsèques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés à l'individu lui-même, mais des facteurs qui sont liés aux habitudes de la famille, aux habitudes culturelles. Est-ce qu'il y a de la disponibilité alimentaire? Est-ce qu'on est encadré? Est-ce qu'on est entouré pour gérer ce comportement alimentaire? Et tout ça va beaucoup jouer aussi sur finalement comment on s'alimente. Une dernière chose importante, c'est qu'il y a certains psychotropes qui en fait favorisent aussi ces problèmes de comportement alimentaire, en particulier les neuroleptiques. Et puis quand on dort pas bien, quand on a des altérations du sommeil, ça aussi, ça impacte beaucoup le comportement alimentaire. Donc vous voyez que c'est assez compliqué le comportement alimentaire, mais dans le syndrome, on a vraiment cet hypothalamus qui marche pas bien en relation avec les autres systèmes du cerveau. Et puis, il y a tous les autres facteurs qui peuvent aussi jouer. Et c'est pour ça que quand on va donner des conseils sur le comportement alimentaire, bien sûr, on va s'intéresser à la maladie elle-même, mais c'est tous les autres facteurs qu'il va falloir aussi moduler. Donc, comment on évalue le comportement alimentaire en pratique clinique? Je vous parlais de ces échelles de faim, là. Donc, je vous ai mis sur la gauche. Donc, on demande, par exemple, la sensation de faim dans les dernières 24 heures.
le moment où on a eu le plus faim, le moment où on a eu le moins faim et le matin au réveil. C'est intéressant d'essayer de faire une échelle entre 0, c'est pas du tout, et puis 10, c'est extrêmement. Donc, faut toujours le faire avec un professionnel parce que c'est pas évident, hein, si vous essayez de réfléchir, vous, à votre, essayer de scorer votre faim, c'est pas toujours facile de bien savoir exactement ce que c'est que la faim. Essayer de mettre une note sur la faim, c'est pas simple. Mais on voit quand même qu'au fur et à mesure de la prise en charge, les personnes s'approprient un petit peu cet outil et ça permet de savoir un petit peu où on en est. Bien sûr, l'entretien diététique avec la diététicienne ou le médecin nutritionniste, enfin les professionnels qui connaissent bien le comportement alimentaire, c'est très important. Je vous parlais de toutes ces phases autour du repas, la faim, le rassasiement. Est-ce que la satiété entre deux repas, elle est courte? Est-ce qu'il y a une impulsivité alimentaire? Est-ce qu'il y a des envies irrépressibles de manger? En anglais, on appelle ça le craving. C'est vraiment, on peut pas se passer de manger. Alors, c'est pas de la faim, hein, c'est vraiment une envie. Souvent, c'est une envie sur un aliment donné. On appelle ça aussi compulsion. On peut aussi avoir des accès ou des crises d'hyperphagie. Alors ça, c'est vraiment à un moment donné, on perd le contrôle sur son alimentation et on se met à manger beaucoup de nourriture, hein. C'est la question de quantité, de limitation dans le temps, c'est-à-dire qu'on mange sur un temps très court et on perd complètement le contrôle. Et puis je vous parlais aussi de cette obsession et de cette préoccupation alimentaire. Alors ça, on le trouve dans le syndrome, notamment chez les petits, mais aussi chez les adultes, hein. Et donc ça, on pense en fait tout le temps à la nourriture. La personne est envahie en fait par la pensée alimentaire. On utilise de temps en temps des auto-questionnaires quand les personnes peuvent remplir. Alors ça, c'est plutôt chez les ados et chez les adultes. Donc nous, on utilise 2 questionnaires, mais enfin, peu importe, ça c'est un peu, voilà, c'est ce qu'on fait nous en tant que spécialiste. Alors, parfois, il y a des difficultés de compréhension, puis chez les enfants, et c'est difficile, hein, la notion de faim, voilà. Donc, on peut utiliser des petites échelles visuelles. Chez les enfants, on utilise surtout, bah, on discute bien sûr avec les parents, hein. Béatrice Duberne, vous avez parlé de ce petit flyer qui, voilà, vous montre un petit peu, est-ce que l'enfant a des obsessions alimentaires, est-ce qu'il mange beaucoup, est-ce qu'il est jamais rassasié, etc. C'est tout ce que je vous ai dit autour de, voilà, des sensations alimentaires. Et on utilise, nous, beaucoup, alors chez les enfants, quand on questionne l'entourage, mais aussi chez les adultes qui ont parfois des difficultés de compréhension, pas tous, bien sûr, on utilise ce questionnaire qui, nous sert pas mal, qui s'appelle le questionnaire de Daiken. C'est on pose les questions à l'entourage, c'est 11 questions, donc c'est assez simple à remplir. Et ça nous permet, si vous voulez, d'avoir un niveau un petit peu d'hyperphagie. Donc tout ce dont je vous ai parlé, en fait, hein, c'est les signaux de faim, satiété, le fait de manger plus, le fait d'avoir une obsession pour l'alimentation, etc. C'est ce qu'on appelle, dans un terme générique, l'hyperphagie. Donc, c'est un questionnaire d'hyperphagie et ça nous permet de donner un niveau un peu d'hyperphagie et de voir justement avec la prise en charge et aussi avec le traitement, on va le voir tout à l'heure, s'il y a des modifications en fait de cette hyperphagie. Donc, comment on rééquilibre la balance énergétique? Eh ben, en contrôlant l'alimentation, donc c'est ce qu'on appelle le cadre alimentaire, et puis en faisant des activités physiques adaptées. J'en parle pas aujourd'hui, mais c'est extrêmement important, hein. Je vous ai dit qu'il faut vraiment essayer d'augmenter les dépenses. Donc, il faut démarrer tôt chez les enfants. Ça aussi, c'est les petits flyers. Peut-être que Béatrice, vous les avez montrés. Le cadre alimentaire, il faut le démarrer tôt parce que chez les adultes qui ont jamais eu ce cadre alimentaire, c'est parfois difficile, hein. Le comportement alimentaire, c'est quelque chose qui s'inscrit parfois quand même de façon assez pérenne. Donc, c'est vrai que c'est bien le commencer le plus tôt possible. Parfois, on peut pas commencer tôt. Voilà, les prises en soins sont parfois assez tardives, encore en France, malheureusement. Mais plus on commence tôt, en fait, ce cadre alimentaire à la maison, on instaure un cadre, une régularité alimentaire, un rythme alimentaire, on diminue l'exposition alimentaire. Ça, c'est très important parce que je vous ai dit que le cerveau est pas tellement capable, en fait, de contrôler, hein. Donc, il faut vraiment essayer d'aider la personne à pas être en contact avec l'alimentation au quotidien. Malheureusement, dans notre société, on a beaucoup d'alimentation un peu partout, mais c'est des choses assez, on va dire, basiques. C'est par exemple les courses alimentaires, pas tout seul, le fait d'avoir quand même pas à disposition des grandes quantités d'argent, etc., qui permettent aussi fermer parfois les placards. On est parfois obligé, voilà. Et puis, il faut décentrer. Surtout, je vous ai parlé de cette préoccupation alimentaire, cette obsession autour de la nourriture. Donc, il faut essayer vraiment de décentrer la pensée. Donc, il faut faire plein d'autres choses que tout ce qu'il y a autour de la nourriture. Alors, ça veut dire pas vraiment lutter contre l'ennui. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important.
Puis en dehors du domicile, il faut expliquer, il faut communiquer avec l'ensemble des personnes qui sont autour de l'enfant, du jeune adulte, la famille, les amis, les voisins, les commerçants, pour expliquer la maladie. La maladie, c'est une maladie qui concerne le cerveau et le cerveau de la personne n'est pas en capacité de réguler finement le comportement alimentaire. Donc, il faut aider la personne. C'est pas une question de comment dire, de contrôler d'une façon policière hein, la personne, mais vraiment de l'aider à mieux voilà, gérer son alimentation. Il faut anticiper les sorties. Alors, on va venir maintenant à ce nouveau médicament. Donc, si je reprends ce schéma que je vous ai montré tout à l'heure, donc je vous avais parlé de cette hormone, la MSH, hein, qui est vraiment une hormone très très importante du cerveau qui régule la prise alimentaire. Eh bien, on a donc ce nouveau médicament qui s'appelle l'imcivrée, donc la molécule s'appelle le 7-mélanotide. C'est en fait un agoniste du récepteur MC4 et donc une hormone de synthèse, hein. On remplace en fait l'alpha-MSH, c'est la MSH mais qu'on fabrique en laboratoire. Et donc c'est commercialisé par la compagnie pharmaceutique Rhythm. Donc en fait on remplace l'alpha-MSH en la donnant, donc c'est une injection quotidienne, sous-cutanée. Et donc, comme on remplace cette hormone qui ne fait pas son travail au niveau de l'hypothalamus, eh bien, on restaure en fait la fonction de l'hypothalamus, qui, je vous ai dit, est essentielle. Donc, il sert à mieux contrôler la faim et traiter l'obésité. Il aide à mieux contrôler l'appétit. Hein, il agit directement dans la zone du cerveau. Après, donc, c'est vrai que ça va agir sur la régulation de la faim, de la satiété, mais la perte de poids, elle est très, très variable d'une personne à l'autre parce que, je vous ai dit, la régulation du poids, bien sûr, il y a la régulation de la faim et de la satiété, mais il y a plein d'autres choses qui vont jouer aussi, hein, notamment l'activité physique. Donc, la perte de poids, elle va vraiment voilà, varier d'un individu à l'autre. Ça, on le voit toujours hein, dans tous les médicaments qui existent pour réguler le poids. Il y a des personnes qui vont être répondeurs, d'autres pas répondeurs. Alors, cette molécule, on l'a pas à disposition dans les pharmacies. Elle n'est pas encore commercialisée. Elle est ce qu'on appelle en accès précoce. On a une autorisation d'accès précoce en France, donc depuis 2022, ça fait 2 ans. Donc, c'est quoi l'accès précoce? C'est ce qu'on appelait avant l'autorisation temporaire d'utilisation, l'ATU. Maintenant, on parle d'accès précoce. Ça permet d'avoir un médicament avant que le dossier administratif de commercialisation soit finalisé. Donc, c'est souvent le cas dans les maladies rares, parfois dans les maladies très graves. C'est le laboratoire qui fournit le médicament aux pharmacies hospitalières, d'accord? Donc, la personne ne paye pas son médicament et l'assurance maladie va rembourser une partie, mais la personne elle-même n'a rien à avancer dans ce traitement. Souvent, c'est une autorisation d'1 an renouvelable. Donc là, pour l'instant, ça fait 2 ans qu'on l'a. On espère voilà, qu'on va continuer à l'avoir. Et en attendant qu'il y ait des décisions prises sur une commercialisation pour qu'on puisse l'avoir éventuellement en pharmacie. Quand on utilise ce médicament en accès précoce, c'est pas un essai thérapeutique, hein, c'est pas un essai clinique. Néanmoins, comme c'est un nouveau médicament, c'est important de bien suivre les choses, voilà, de l'initier dans des bonnes conditions, de suivre, de faire une surveillance. Et puis aussi, nous, on essaye, comme c'est un médicament quand même dont on n'a pas un recul de longues années, on essaye de recueillir des paramètres qui nous permettent de dire, voilà, ce médicament, il a cet effet-là, il n'a pas cet effet-là, etc. Donc ça permet vraiment de mieux comprendre comment ça marche. Donc voilà, on a cet accès depuis 2022, on l'a dans deux autres cas deux autres situations, des maladies génétiques de l'hypothalamus et également, comme je vous le disais, le crânio-pharyngio. Donc, qu'est-ce que ça fait ce médicament? Donc ça, c'était l'essai clinique qui avait eu il y a déjà 3 ans. Donc l'essai clinique avec le 7-mélanotide. Alors c'est un peu compliqué hein, ce schéma, mais c'était pour vous montrer. Donc il y avait 32 personnes avec un syndrome de Bardet-Biedl, adolescents et adultes. Vous voyez que l'âge moyen était de 20 ans. Donc un IMC à 42, donc c'était des personnes qui avaient une obésité, hein. Et on a regardé, donc on a fait une première période
contre placebo, c'est-à-dire que les personnes recevaient soit le 7-mélanotide, soit le placebo, c'est-à-dire à l'absence de molécules dans l'injection. C'était une injection quotidienne. On a fait ça pendant 14 semaines, donc à peu près 3 mois. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle un traitement en ouvert, c'est-à-dire que toutes les personnes recevaient le 7-mélanotide et ça pendant à peu près 1 an, d'accord? Et on a regardé au bout d'1 an ce qui se passait. Et donc, vous voyez sur le graphe de droite, chez les personnes adultes de plus de 18 ans, donc au bout d'1 an, ils avaient perdu à peu près 10% du poids. C'est-à-dire quelqu'un qui, je prends un exemple, un adulte qui ferait à peu près 120 kilos, il perdrait à peu près 12 kilos. C'est des moyennes. Donc, il y a des personnes, vous voyez, en fait, quand on regarde ce qu'on appelle l'écart type, je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche là, ça, c'est l'écart type. Donc, il y en a qui perdaient beaucoup, beaucoup. Et puis, non, ça, ils perdent moins, ceux-là. Il y en a qui perdent moins et puis il y en a qui perdent beaucoup plus. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des répondeurs et des moins bons répondeurs. Mais on sait quand même que plus d'un tiers des patients perdaient plus de 10%. Perdre plus de 10% de son poids, c'est déjà bien, hein, parce que ça permet d'améliorer tout un tas de choses, notamment chez les adultes qui ont parfois des complications métaboliques, des complications rénales, des complications d'hypertension, etc. Eh bien, perdre plus de 10%, ça améliore toutes ces comorbidités, d'accord? Donc, c'est vraiment important en termes de santé, en fait. Et puis chez les enfants, chez les ados, pardon, on parle pas vraiment d'IMC, on parle de Z-score. Le Z-score, en fait, c'est la déviation à la norme. Et donc ça vous parle peut-être un peu moins, mais perdre presque 1 point de Z-score d'IMC, c'est vraiment important. Pourquoi on utilise ça? Parce qu'en fait, comme les ados continuent à grandir, si on utilise l'IMC, c'est pas un très bon indicateur. Donc il faut vraiment utiliser le Z-score. Et donc perdre du Z-score alors qu'on continue à grandir, ça c'est vraiment aussi un résultat très intéressant. Donc ça, c'était les résultats sur le poids. Ensuite, ce qu'on regarde ici sur ce graphe, c'est la diminution du score de faim. Alors, vous voyez que là, ça diminue de façon absolument très, très importante. Là, c'est avec le placebo en gris. Donc, vous voyez que ça marche pas très bien. Le placebo, c'est normal. Et puis, la molécule, elle marche très bien. En moyenne, sur les scores que je vous ai montré tout à l'heure, entre 0 et 10, il y a 2 points de perte de score de faim, ce qui est déjà très significatif. Et il y a plus de la moitié des patients qui perdent plus de 25%. Donc, ça veut dire vraiment beaucoup. Puis quand on regarde la qualité de vie, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes, on a une amélioration de la qualité de vie en lien avec le poids, mais probablement surtout aussi en lien avec l'amélioration du comportement alimentaire. Parce qu'on sait qu'il y a un impact important du comportement alimentaire. Ça avait été bien montré dans une étude assez récente de cette autrice, la Forsyth, qui montrait dans une grande population de parents un certain nombre de Bardet Beatles, je crois qu'ils avaient interviewé 250 personnes dans le monde et qui montraient qu'il y avait un impact important, hein, de cette hyperphagie dans la vie quotidienne de la personne elle-même, bien sûr, mais aussi de l'entourage. Alors, est-ce qu'il y a des effets secondaires? Ça, c'est quelque chose d'important parce que quand on prend une nouvelle molécule, bah, c'est possible, hein, qu'il y ait des effets secondaires. On ne peut pas. Voilà, tous les médicaments en fait ont des effets secondaires. Donc, les effets secondaires les plus fréquents avec l'imsivris, c'est les effets digestifs, nausées, parfois vomissements, beaucoup moins fréquents que les nausées, et des diarrhées, voire parfois des constipations. Alors, c'est surtout en début de traitement. C'est pour ça qu'on augmente progressivement les doses en début de traitement, les 2, 3 premiers mois, et ça s'amende au cours du temps. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On prévient les personnes. C'est vrai qu'au début, on peut avoir ces effets-là. Et d'ailleurs, c'est pas constant, hein. Mais ça s'amende au cours du temps. Et puis, si on suit bien les conseils alimentaires, si on peut aussi adapter la dose de traitement. Ça se passe en général très bien. Le deuxième effet secondaire important, et ça dont il faut être conscient dès le début, et puis voilà, se préparer à ça, mais aussi préparer l'entourage, c'est que l'imcivrée, il va foncer la peau. Vous voyez là sur les photos une personne qui est traitée. Après, si on arrête le traitement, la peau redevient comme avant, hein. Mais pendant le traitement, ça fonce la peau. Ça fonce la peau, pourquoi? Parce qu'en fait, cette hormone qu'on donne, qui agit au niveau du cerveau, elle agit aussi au niveau de la peau. Sur la peau, il y a des récepteurs à cette hormone et ça va donc stimuler en fait la production de mélanine, donc qui est le pigment de la peau. D'accord? Alors, c'est vrai que la pigmentation, elle augmente aussi quand on se met au soleil. Donc l'hiver, on est moins pigmenté et puis l'été un peu plus. Et surtout, les conseils qu'on donne, c'est de se protéger du soleil pour éviter une pigmentation trop importante.
Et puis, il faut une surveillance dermatologique hein, régulière, donc avant le traitement, pour être sûr qu'il n'y a pas de lésions qui pourraient être soit des grains de beauté, soit des lésions éventuellement cancéreuses avant le traitement. Et puis, sous traitement, on surveille aussi la peau. S'il y a des antécédents familiaux de cancer de la peau, on est extrêmement vigilant. On a pu éventuellement contre-indiquer certains traitements quand il y avait eu des antécédents familiaux. C'est pas pour ça, je suis pas en train de dire que ce traitement donne un cancer de la peau, d'accord? Mais on préfère être vigilant et surtout il faut une surveillance. Voilà. Chez les hommes, il y a un effet secondaire qui existe, pas très fréquent, 10% des cas, mais c'est les érections spontanées. Ça agit aussi donc au niveau des organes sexuels de l'homme. C'est spontané et en général, ça part tout seul et c'est pas douloureux normalement, hein, voilà, donc c'est quelque chose aussi il faut prévenir. Et en général, c'est plutôt bien toléré. On peut avoir aussi un changement de l'humeur. Alors pourquoi on peut avoir un changement de l'humeur? Déjà, on peut avoir une assez grande fatigue, hein. Les personnes qui sont traitées au départ disent quand même qu'elles sont fatiguées. Ça, imaginez quand même que c'est une hormone qui va agir au niveau de l'hypothalamus, qui, comme je vous l'ai dit, est quand même une zone extrêmement importante pour la régulation de plein de choses, la prise alimentaire, mais aussi plein d'autres fonctions, les émotions, etc. Et donc, on va quand même changer hein, un petit peu le fonctionnement de cet hypothalamus, puis un hypothalamus qui n'a pas fonctionné depuis qu'on est né. Donc, il y a quand même des changements possibles. C'est pour ça aussi que quand on initie le traitement, il faut qu'il y ait une stabilité de l'humeur, hein. Les personnes qui sont pas bien psychologiquement, qui ont eu des antécédents, voilà, d'idées suicidaires, des choses comme ça, on est très vigilant. Donc ça veut pas dire qu'on contre-indique, mais ça veut dire qu'il faut un suivi mis en place. Et puis surtout, une fois qu'on a initié le traitement, un accompagnement psychologique qui doit être là, d'où l'importance d'être dans une équipe multidisciplinaire. Je vous montre juste les résultats des 10 premiers patients qu'on a traités depuis 2022 à la Pitié-Salpêtrière. Donc on a ces résultats là sur ce graphe. Alors il faut regarder les petites barres bleues, je ne sais pas si vous les voyez ici. Voilà, les petites barres bleues ici. Donc, il y en a qu'on a traité depuis très peu de temps, hein, depuis 4 mois. Et puis, le premier patient qu'on a traité, il est maintenant à plus de 2 ans. On avait certains patients, on avait 2 patients qui étaient déjà dans l'essai thérapeutique, donc qui ont continué. Là, on a plutôt un recul maintenant chez eux de 4 ans. Et donc, vous voyez qu'on a des pertes de poids qui sont intéressantes, qui sont assez variables d'une personne à l'autre, hein. Et donc, en moyenne, on a une perte de poids de 20%. Donc, c'est plus que ce que je vous ai montré dans l'essai. Voilà, ça reste la vie réelle, hein. C'est aussi des personnes qui sont suivies dans notre service depuis longtemps, qu'on encadre, voilà, qu'on a prise en charge sur le plan de leur poids de façon globale. On a aussi une diminution du score de faim et le petit questionnaire dont je vous ai parlé tout à l'heure qu'on utilise aussi. Et la tolérance, c'est la même hein, que celle que je vous ai donnée, c'est-à-dire des troubles digestifs pas constants d'ailleurs au début et la pigmentation. Voilà. Alors, le parcours de soins, c'est quoi? Donc, il faut prendre rendez-vous parce que peut-être qu'il y en a, voilà, dans l'entourage que vous avez qui sont pas encore suivis, d'autres qui sont déjà suivis par des équipes multidisciplinaires. Il faut, pour avoir accès à ce traitement, être pris en charge, soit dans un centre de référence Prador, centre de compétences, soit un centre spécialisé de l'obésité. On a des réunions régulières hein, entre tous ces centres. Donc, il y en a normalement dans chaque CHU des grosses villes. Donc, on prend un rendez-vous. On a, voilà, je vous ai mis le mapping en fait. Donc, à droite, c'est les centres de compétences Prador. Je vous ai mis ici les liens pour trouver les différents centres. On a les centres spécialisés de l'obésité. Là aussi, vous avez les différents centres dans les différentes villes. Et donc, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes, hein, il y a des centres dans chaque ville. Voilà. Donc, il y a une évaluation par une équipe multidisciplinaire qui connaît bien les problèmes de poids, médecins, diététiciens, psychologues, enseignants en APA, etc. Et puis ensuite, le suivi est fait par cette équipe-là en lien avec les acteurs locaux. Des fois, les personnes ne sont pas tout près du CHU, donc il faut aussi mettre en place un
un suivi localement et on initie le traitement par IMSIVRE dans cette équipe et on suit le patient voilà, dans cette équipe multidisciplinaire. Donc la préparation avant, c'est d'avoir un médecin référent dans cette équipe-là, de discuter le traitement, d'avoir un suivi et sur son alimentation, sur l'activité physique, mais aussi sur sa santé psychologique, très important, j'en ai parlé. Donc voilà un petit peu d'un point de vue pratique comment ça se passe. Il y a des flacons, des seringues, on donne tout ça au moment de l'initiation. C'est un traitement qui est injecté sous la peau une fois par jour, de préférence le matin. On n'est pas obligé d'être à jeun, mais enfin c'est vrai que c'est mieux d'être fait quand même le matin. Ça prend à peu près 20 minutes de préparer tout ça. Et bien évidemment, on peut être aidé par une infirmière. Vous voyez que les seringues, elles sont quand même petites, c'est pas évident. Là, je vous ai mis un peu la technique. Donc, il faut réchauffer le produit, il faut ponctionner le produit. Là, il faut bien mettre la dose. C'est 1 mg, 2 mg ou 3 mg. Vous voyez que c'est assez précis. Ensuite, il y a des zones au niveau de l'abdomen où on injecte et voilà, on injecte. Donc, c'est vrai que nous, on préfère quand même qu'il y ait une infirmière, surtout au début du traitement, et aussi pour préparer les seringues parce que c'est pas des stylos automatiques, et donc, il faut quand même, voilà, bien faire les gestes. C'est un produit qui coûte très très cher, donc on est assez vigilant aussi sur le fait qu'il faut bien utiliser tout le flacon et puis pas se tromper évidemment dans la dose.